Voilà, de retour sur ce plateau. Comme je l'ai annoncé il y a encore quelques minutes, notre invitée de ce matin est bel et bien là, Madame Peniel Samba. Elle est leader d'opinion, certainement pas très beaucoup à présenter, mais elle est également femme d'affaires. Elle fait des affaires actuellement à Kinshasa où elle séjourne depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose à sa présentation. Bonjour et bienvenue. Dites-moi ce que vous pouvez ajouter à ce que j'ai déjà dit. En tout cas, bonjour Christopher, merci de me recevoir sur le plateau, c'est vraiment un honneur. Je pense que dans tout ça, la seule chose que tu as peut-être oubliée, c'est que je suis maman, je suis mère, et j'ai 2 garçons dont je suis très fière. Et à part ça, je pense que ça va. Deux formidables enfants qui nous suivent probablement, qui nous suivront probablement depuis Dallas en ce moment. Oui. Donc, salut à eux. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent peut-être pas parce que quand on a présenté la thématique sur les affaires, il y a des gens qui étaient un tout petit peu curieux, qui voulaient savoir ce que vous avez à dire sur justement les affaires. Peniel Samba, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique, de ce que vous avez eu à mener comme étude justement qui peut aider justement à réussir dans ce domaine des affaires? D'accord. Quand j'avais commencé mes études supérieures à l'université, j'avais commencé avec le but d'avoir un diplôme dans le business. Mais je me suis rendu compte que le business degree, c'est un peu vague et il n'y a pas vraiment de spécialité là-dedans. Alors, tu ne feras pas grand-chose avec un diplôme de business. Alors, c'est comme ça que j'ai changé un peu mon idée et j'ai décidé de faire le marketing. Vu que je suis aussi quelqu'un qui est suivi sur les réseaux sociaux, tout ça, ça entre dans ce monde de marketing. Les réseaux sociaux, c'est vraiment le marketing. Et pour que ton business réussisse, il faut un bon marketing. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent peut-être toujours pas. Tu peux avoir un produit, tu peux avoir un projet qui est excellent, fabuleux et tout ça. Mais si le marketing n'est pas bien fait, tu vas pas vendre, tu vas pas percer. Et c'est comme ça que moi, j'ai changé un peu le trajectoire de mes études. Au lieu de focus juste on a business degree, un MBA, je me suis décidé de faire un peu le marketing. Et là, je fonce vers un master's aussi dans le marketing. Et Dieu voulant, je pense que si je finis avec ça, je pourrais entrer un peu dans le sociology. Et c'est un peu ça. Et je pense que avec ces études-là, ça m'a aidé à bien savoir mon audience, comment vendre mes produits ici à Kinshasa, comment cibler mes clients et tout ça. Et ça, c'était grâce quand même à mes études. Le marketing dans lequel vous vous en sortez très bien parce que vous l'avez dit, vous êtes suivi sur les réseaux sociaux par plus de 200 000 personnes, par exemple, sur Instagram. Et ce n'est pas toujours facile au quotidien. C'est un casse-tête, c'est des débats, c'est la moindre phrase qui est interprétée par mille et une façon. Justement, je voulais avoir une version de l'histoire parce que moi personnellement je suis aussi sur les réseaux sociaux et je regarde. Puis un jour j'ai eu à rencontrer, je suis tombé sur une vidéo notamment de vous un tout petit peu surchauffé là, je crois que vous venez d'arriver à Kinshasa, c'était votre anniversaire ou du moins la veille et il y a eu un accrochage avec quelques agents du côté sanitaire. Un accrochage qui, semble-t-il, vous a même conduit en prison. Est-ce que c'était une mise en scène pour le buzz ou c'est une histoire qui a vraiment eu lieu? Et est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agissait? En tout cas, c'était vraiment pas une mise en scène. Parce que si c'était une mise en scène, je n'allais pas faire 3 jours en prison. Vous avez effectivement passé 3 jours en prison, Oui. 3 nuits en prison. 2 nuits, 3 jours. Alors, Ok. je suis arrivée en prison, je crois il était midi du 13 et je suis sortie à 22h du 17. Donc 2 nuits et 3 jours pleines. Donc, Votre anniversaire en prison. ouais, j'ai fêté avec des soldats. Ils étaient gentils avec vous? Au début, il y avait un peu de nini, mais vers la fin, tout le monde va master. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? au fait, on doit reprendre dès les débuts pour que les gens comprennent bien. Quand je vivais encore à Kinshasa, je fréquentais un restaurant avec mon fils où il y avait un frère qui travaillait là-bas. Et vu qu'on partait là-bas quand même beaucoup,
On avait quand même développé une relation, je peux même dire une amitié avec le monsieur. Je vais éviter de dire son nom sur l'émission. On est resté en contact et même quand j'étais rentrée aux États-Unis, on s'écrivait de temps en temps sur Instagram, ça va, comment ton évolution, nanani, nanana. Et quand j'étais descendue à Kinshasa, on s'est croisés à l'INRB à l'aéroport. C'est là où il travaillait à l'époque. J'aurais appris qu'il ne travaille plus là-bas. Maintenant, après tout ce qui s'est passé là, mais il travaillait à l'INRB. Et en fait, vu que j'étais en masque, lui aussi en masque, moi je ne l'avais pas reconnu. Lui maintenant m'avait reconnu, mais il n'y avait pas moyen qu'il me parle parce qu'il était en train de travailler. Et c'est comme ça qu'il m'écrira sur Instagram pour me dire « Ah non, on s'est croisés, tu ne m'as même pas salué et tout. » Je dis « Non, je ne t'ai pas reconnu avec le masque, mais on est ensemble et tout. » Et il m'a écrit, il m'a dit « Non, maintenant je travaille à l'INRB, c'est moi qui organise un peu les tests Covid des gens et tout ça, tout ça. » Et ça, c'était quand je venais d'arriver. Je crois que je suis arrivée à Kinshasa vers le 17 ou le 18 septembre. Alors, je devais voyager pour l'Afrique du Sud le 13 octobre, un jour avant mon anniversaire. Et c'était vraiment un voyage brusque. Il y avait un investisseur en Afrique du Sud qui voulait me rencontrer. On avait déjà discuté et tout. Je devais juste descendre en Afrique du Sud pour signer le contrat et puis rentrer à Kinshasa. Alors, vu que le billet a été acheté à la veille, tout s'est fait vraiment à la veille, j'ai écrit au monsieur, j'ai dit « Oh non, tu peux me prendre un rendez-vous pour un test Covid express. » J'aurais appris qu'ici, on n'a pas besoin de rendez-vous pour un test Covid, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, tu ne peux pas seulement entrer dans un clinique et tu demandes un test Covid et c'est available comme ça. Non, tu dois prendre un rendez-vous 3-4 jours en avance. Et je croyais que c'était pareil ici. Et je lui ai demandé de me prendre un rendez-vous pour qu'on me fasse le test Covid très tôt le matin. Et je voulais qu'on fasse le test Covid vers 8 heures, que j'aie mes résultats vers 10 heures, parce que mon vol était un vol de 14 heures. Alors, au plus tard, 11 heures, je devais déjà foncer vers l'aéroport. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, il n'y en a pas de problème. Si tu peux m'envoyer ton identité, tu peux me scanner ton passeport. Comme ça, j'aurai ça déjà pour l'enregistrement de ton test. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je trouvais ça normal. J'ai vu, il y a des gens qui ont parlé un peu, ben, pourquoi tu as donné ton identité, pourquoi tu as donné ton passeport. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même quelque chose d'assez normal. Même si quelqu'un veut t'acheter un billet, tu dois envoyer ton passeport, tu dois envoyer ton identité. Il y a même d'autres transferts. Si tu veux qu'on t'envoie l'argent, tu dois envoyer ton identité. Donc, il y a des circonstances où tu devras envoyer ton identité. Et lui, il m'a dit que je l'envoie mon identité pour qu'il me fasse l'enregistrement. Comme ça, le matin, moi, j'arrive et qu'on me fasse directement seulement le test Covid. Je ne serai pas obligée d'arriver là-bas, comme ça, remplir des fiches et tout ça, tout ça. Moi, j'arrive, ça n'y a qu'à test Mbalamoko, et moi, je passe à autre chose. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai envoyé mon passeport. Et heureusement que tout ça, ça s'est passé dans des écrits, hein, c'est pas des appels. Alors, j'ai toutes les preuves à l'appui. Le matin, maintenant, il m'écrira pour me demander si je suis où. C'est comme ça que je lui ai dit que je suis logée à l'hôtel du Fleuve. Il m'a dit, ok, le médecin viendra à l'hôtel du Fleuve pour te faire le prélèvement. Et on va rentrer avec ton prélèvement et pour faire le test aux cliniques. Dès que les résultats vont sortir, on te ramènera tes résultats à l'hôtel. Je trouvais normal. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et ça, c'était vers 7 heures du matin qu'il m'avait écrit. Vers 8 heures, je l'ai appelé parce que j'ai vu qu'il a un peu traîné. C'est comme ça qu'il me dira qu'il n'y a pas moyen que le médecin se déplace parce que le clinique est full. Alors, si toi, tu peux venir sur place, ça serait mieux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, je ne préfère pas que tu viennes seul parce que place au Memao. Comme ça, ça passe un peu plus rapidement. Et c'est comme ça qu'il viendra à l'hôtel, là où j'étais. On est entré dans la voiture et on a foncé vers le clinique Mpungwe. C'était pas au siège de l'INRB? Non, c'était pas au siège de l'INRB, c'était pas non plus à l'aéroport. Parce que j'aurais entendu des versions que non, on m'a arrêté à l'aéroport, que ça s'est fait là-bas. Je n'étais même pas arrivée à l'aéroport, j'étais en ville, au clinique Mpungwe qui est non loin, je crois, de l'hôtel Memling. Alors, arrivé sur place, il m'a dit, il y a des étages. Hein. Au premier étage,
Il y avait des gens qui remplissaient des fiches et tout. Lui, il me dira que non, toi, ta fiche est déjà remplie. Tu montes directement au-dessus. Comme ça, on va te prélever, whatever, et on va faire ton test. Et il m'accompagnera au deuxième niveau. Et il me dit de m'asseoir et d'attendre. Alors, moi, je me suis assise et j'attendais. Et je vois, 10 minutes passent, personne ne vient me parler, 15 minutes, 20 minutes. Et là, il est déjà presque 9 heures. Et tenez-vous compte du fait que je devais voyager le même jour. À un moment, je me suis levée, j'ai posé la question à l'infirmière. Je ne sais pas, je suis venue pour faire mon test Covid. J'ai déjà été enregistrée par monsieur tel. Et puis, un détail, quand je me suis assise, lui, il a dit qu'il descendait en bas pour prendre ma fiche. Kokitanae, c'était Kokitanae, Alibé là. Il est parti. Mais non, moi, je ne savais pas qu'il était parti parce que moi, j'étais restée au-dessus. Et moi, j'attendais mon test. En fait, je calculais donc, pas sur vraiment. les vidéos de l'altercation qu'on voit, vous en train de balancer le sac, il n'est pas sur la vidéo. Ce n'est pas à lui que vous voulez vous en prendre. Non. C'est qui? Je sais pas, je pense que c'était juste des travailleurs. Vous ne connaissez pas, en fait, non, les gens avec qui vous étiez en train de vous chamailler? Je connaissais personne là-bas. Et c'est à quel moment que la police est arrivée? Je vous explique. Alors, quand je me suis levée pour demander à l'infirmière, quand on me fera le test Covid, elle m'a dit de lui donner mon nom. Je lui ai donné mon nom, non, c'est Péniel Samba et tout. On m'a déjà fait l'enregistrement et tout. Elle a dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Elle part dans un bureau et quelques minutes après, il y a un monsieur qui vient, qui m'appelle et moi, je crois qu'on m'appelle pour que j'aille faire mon test. Et il me ramène dans un bureau là où il y avait la police sur place. Et c'est quand les choses devenaient un peu bizarres parce que dès que je me suis assise, j'ai vu une dame en face de moi qui était en larmes, qui était en train de pleurer. Et puis derrière la vitre de ce bureau-là, parce que c'était pas un bureau normal, c'était un bureau vitré. Derrière la vitre, j'ai vu 4 caméramens en train de filmer. J'ai vu la caméra fixée sur moi. C'est comme ça que je les ai posé la question, vous me filmez, pourquoi? Je n'ai pas donné mon approbation, je n'ai pas donné mon autorisation, pourquoi vous me filmez? Et l'un des caméramens me répond, tu filmé ata olingite olingate tu filmé au outil États-Unis oye arapo salamineni. J'ai trouvé déjà bizarre, je n'ai pas compris au fait l'agression là. Et déjà, je commençais déjà à devenir un peu nerveuse parce que je me disais qu'ils sont en train de perdre mon temps. Parce que moi, je dois rentrer encore à l'hôtel, prendre mes bagages et je dois encore foncer vers l'aéroport. On ne m'a même pas encore prélevé. Donc, il y avait plein de trucs qui tournaient dans ma tête. Et quand je me suis assise, il y avait la police juste en face de moi. Et le monsieur me pose la question, il me demande, tu connais cette dame? Je dis non, je ne connais pas la dame s'appelait Thérèse. Tu connais cette dame? Je dis non, je ne la connais pas. Et on pose la question à la dame, tu connais Péniel? Elle dit, pas des vues, je ne l'ai jamais vue, on ne s'est jamais fréquenté, on ne s'est jamais parlé, mais je la connais quand même par des réseaux sociaux et tout. Je connais, I know of her. Et c'est comme ça que le monsieur, la police va me demander, si vous ne vous connaissez pas, comment se fait-il qu'elle a ton identité? Donc si je comprends bien, le monsieur, le bienveillant que vous connaissiez depuis l'époque, depuis très longtemps, quand vous étiez encore à Kinshasa, a voulu vous faciliter la tâche sans demander votre avis, c'est-à-dire à emmener quelqu'un pour que l'on prélève cette personne-là et qu'on utilise son prélèvement comme les résultats de votre test PCR. Oui. Sans votre consentement. Sans mon consentement. Et aussi, il n'a pas fait ça d'une manière bienveillante du tout. Parce que vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Eza Kop Nabango. Au fait, il m'a demandé quand même une somme un peu élevée pour le test en question. Et puis, je me rappelle, il avait dit même à la fille, si jamais on te complique, il y a une infirmière ici qui s'appelle Esther Kangou. Si tu l'appelles, elle va décompter la situation. Et moi, je trouve que ça ne s'est pas fait d'une manière bienveillante parce qu'il m'aurait dû signaler si c'est ce qu'il avait besoin de faire. J'allais lui dire aussi clairement que je ne suis pas d'accord. Aux États-Unis, au fait, il n'y a pas de blague autour de Covid. Et je suis quelqu'un qui a toujours respecté les normes. Je suis toujours en masque. Je suis vaccinée depuis le mois de juin. Et je prends toutes les précautions. Vu que je suis maman, j'ai mentionné ça au début, je suis maman. Les enfants sont aussi vulnérables à ces trucs-là. J'ai mes parents, j'ai mes grands-parents. Alors, je fais quand même attention
Et surtout que je suis quelqu'un qui bouge un peu beaucoup. J'essaie de prendre les précautions nécessaires pour ne pas tomber malade. Et depuis que ce fléau de Covid a commencé, je n'ai jamais souffert de ça. Même pas une seule fois. Parce que j'ai vu encore une autre version, c'était, elle a envoyé quelqu'un parce qu'elle-même, elle a déjà contracté le Covid et elle voulait tellement voyager, nanani, nanana. Et moi, j'aimerais seulement interpeller les gens un tout petit peu. Si réellement j'étais vraiment dans ça et que j'avais envoyé quelqu'un, j'aurais dû partir même ailleurs pour faire le test Covid, ce qui est Simbakité. Ou bien j'aurais dû envoyer ma soeur, qui me ressemble même un tout petit peu, parce que la dame ne me ressemblait en rien. Et c'est pas pour me vanter, mais quand même, mon nom, il est connu. Tu peux pas te présenter avec la photocopie. Et en plus, c'était la photocopie de mon passeport. Donc, ils ont imprimé ça dans un cyber et ils ont présenté la photocopie de mon passeport. Et devant ces faits-là, la police vous escorte dans ces locaux. Pour ces faits-là, on vous emprisonne pendant 3 jours. Au fait, ça ne devait même pas faire 3 jours. Au fait, ils ont arrêté la dame. Et ils ont commencé à chercher le monsieur. Je ne sais pas, je suis en train de citer le nom de tout le monde, mais lui, j'ai vu des sites, il s'appelle Richard Kalema. Ils étaient en train de chercher Richard et ils avaient arrêté, comment elle s'appelle encore la dame? Thérèse, ouais. Thérèse, ils ont arrêté Thérèse. Maintenant, moi, ils m'ont demandé de partir à la police juste pour témoigner de ce qui s'est passé. Vu aussi que j'avais toutes les preuves, j'ai montré à la police, j'ai expliqué. La dame, elle dira que non, moi je savais même pas que c'était Peignel, c'est Richard qui m'a dit de faire ça, c'est Richard qui m'a envoyé et tout le monde avait compris que c'était Richard qui était derrière tout ça. Et j'ai même appelé Richard pendant que j'étais dans le bureau de la police et il a répondu et je l'ai mis sur haut-parleur. Et il s'excusait, non, ça ne devait pas être comme ça. Maintenant, moi, je lui ai posé la question devant la police, est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Il me répondait, non, tu ne m'as pas demandé de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai regardé la police. Vous voyez, lui-même, il a dit de sa propre bouche, la dame, elle dit qu'elle ne me connaît pas, que je ne suis pas dans ça, et tout. Et eux, ils devaient arrêter Thérèse. Mais, comme j'étais impliquée, ils m'ont demandé de partir aussi pour donner mon témoignage. C'est à quel moment alors? Parce que là, arrivé maintenant à la police, on est arrivé là-bas, je crois, vers midi. Je parlais un peu avec le colonel Moupépé et d'autres personnes qui étaient sur place et j'ai expliqué les faits et tout. Et il m'a dit, ah, ça c'est pas un problème, c'est normal et tout. Tu devras juste partir chez, je crois que c'est Capitaine Morgan. Et tu vas donner ton témoignage, lui il va l'écrire et puis on te libère tout de suite. Et c'est à quel moment que vous vous êtes fâché au point de balancer ça c'était encore aux cliniques. En fait, quand j'étais aux cliniques, je ne sais pas quelle version a été donnée aux travailleurs, mais ils étaient tous là un peu en train de parler et tout, avec et tout. Et il y avait une fenêtre là juste derrière moi. Tu vois les fenêtres là où ils ont un bar, hein? Il y avait maintenant un infirmier qui est passé derrière la fenêtre, qui a pris mes cheveux, qui a tiré mes cheveux et ma tête s'est cognée sur le mur derrière moi. C'est là que vous êtes énervé. Et c'est en ces moments-là que je me suis énervée. Parce que je me dis, même si j'étais fautive, vous n'avez pas le droit de me toucher et vous n'avez surtout pas le droit de me filmer. Pourquoi les caméras étaient déjà là? Parce que je vais pas mâcher le mot, il y avait un caméraman d'antenne A. Qui l'a appelé? Et pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils étaient à 4? Et pourquoi ils attendaient de me filmer moi? Depuis quand on filme les gens à l'hôpital? Depuis quand les caméras sont permis d'entrer dans des hôpitaux, dans des cliniques et tout pour filmer les patients? Ça s'est fait où? Un événement regrettable qui vous a fait manquer justement une affaire. Et on a décidé, parce que c'était ça la thématique d'aujourd'hui, qu'on allait parler un peu business. Depuis quand vous êtes dans le business, hein, exactement, comment vous vous en sortez, comment vous vous êtes mis là-dedans, parce qu'on pensait que vous êtes seulement une star sur les réseaux sociaux, influenceuse comme les gens le disent, mais on ne savait pas que vous étiez aussi dans les chiffres, que vous gagnez de l'argent, dans des commerces. C'est quoi que vous faites exactement, si vous pouvez nous parler de ce côté-là de votre vie, que l'on évoque parfois très peu? Au fait, moi, j'ai commencé mes affaires en 2016, quand j'étais encore dans mon mariage. À l'époque, mon ex-mari ne voulait pas que je travaille dans une société ou bien
travailler pour quelqu'un ici à Kinshasa, mais moi aussi, je n'étais pas à l'aise à ne pas avoir, tu vois, mon argent. Je n'arrivais pas à faire tourner mon argent à moi, donc je dépendais totalement sur lui financièrement et moi, je n'aimais pas ça. Alors, comme j'avais pas mal de connaissances, je dirais quand même des grandes dames, des femmes des ministres, des femmes bien assises financièrement, j'avais créé un petit service à moi-même, comme je faisais les États-Unis 5-6 fois l'année. Je faisais toujours des va-et-vient, États-Unis, Kinshasa, États-Unis, Kinshasa. J'étais en train d'offrir un service où, avant que je ne voyage, si quelqu'un a besoin des produits, maquillage, des trucs venant des États-Unis, je m'assieds avec la personne, on fait la liste, on calcule, ça va coûter combien, tes histoires et tout. Et j'avais, je crois, 10 clientes fidèles avec qui je travaillais et elles me payaient pour ces services. Et toutes les fois que je partais aux États-Unis, je faisais leurs courses. Et quand je revenais à Kinshasa... Une sorte de personal shopper. Oui, personal shopper. Okay. Alors, mais quand on dit personal shopper, les gens pensent vêtements. Et moi, je n'étais pas vraiment dans les vêtements. C'était beaucoup plus maquillage, peut-être perruque, tissage, des trucs de soins de femmes. Parce que la plupart de ces dames-là avaient déjà des vêtements et tout. Les vêtements, quand même... sont disponibles à Kinshasa et dans des endroits où elles partent, mais pour avoir des maquillages originaux ici, c'est un peu difficile. Et c'est comme ça que j'ai commencé ces business-là en 2016. C'est quand je me suis lancée un peu dans le business, mais comme ce n'était pas encore public. Et aussi, un détail que les gens ne connaissent pas, en 2016, moi, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Moi, je créais mon compte Instagram en 2017. De 2017 à 2021, vous avez récolté 200 000 abonnés déjà. Ouais. La vie de Péniel intéresse tant les gens? Apparemment. Donc, pourquoi à votre avis? D'abord, je pense que mon ancien mariage, c'était un mariage que beaucoup de personnes suivaient. J'étais mariée quand même à une vedette, une personne connue. Déjà, ça, c'était vraiment ça la base, la grande base du following. Je peux dire que j'ai gagné... Déjà, j'avais gagné peut-être 50 à 60 000 abonnés grâce à ça seulement. Et quand j'ai commencé ma propre chaîne YouTube, j'ai commencé à donner des astuces sur comment soigner sa peau, comment se garder coquette. Et l'effet aussi que je suis maman, je suis mère. Il y a beaucoup de dames qui apprécient le fait que je me garde belle. Et elles demandent toujours des questions. Comment tu fais pour ta peau, tu utilises quoi comme maquillage. J'avais créé une chaîne YouTube où je faisais quelques tutos, où je répondais à quelques questions. Et toi-même, tu sais, YouTube aussi est full à rabattre. Alors, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est par là que j'ai gagné aussi un grand following. Et une autre chose qui a fait que le following augmente encore, c'est les divorces. Donc, je pense que c'est le fait que je sois seulement quelqu'un qui était associé à une vedette et maintenant j'évolue à ma manière. Les gens veulent juste voir mon évolution. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que tu capitalises justement ce following-là au-delà des quelques échanges assez osés qu'on voit avec quelques followers, tels Atumboli, telle réponse TikTok et tout ça. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a aussi des deals qui viennent, des bons marchés d'affaires derrière les gens qui te suivent sur Instagram, Twitter? Beaucoup. D'ailleurs, je fais des publicités sur mon Instagram, des publicités payantes. Et en plus de cela, Instagram me paye. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, ça là, va live trop » et tout ça. Ils ne savent pas qu'à chaque fois que je fais ces lives-là, et que vous entrez pour vos fingers, moi, l'argent entre dans mon compte. Donc, mon Instagram, c'est un Instagram monétisé. Donc, je gagne l'argent derrière mon Instagram. Je gagne l'argent derrière mon YouTube, ma chaîne YouTube. Alors, si les réseaux sociaux, c'est aussi une source de revenus pour moi. Alors, si vous devriez donner un conseil, par exemple, à une jeune fille qui aimerait se lancer, une jeune femme congolaise. Parce que je signale peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, vous me l'avez confié, vous êtes américaine, d'origine congolaise certes, mais vous vous sentez plus américaine que congolaise. Ce qui est vrai, c'est que moi je suis née au Congo, je suis née à Kinshasa, je suis née d'ailleurs à Ngaliema, pour ceux qui ne savent pas, je suis née à l'hôpital Ngaliema. Et ma famille a quitté le Congo quand j'avais 2 ans. Ma famille a quitté le Congo quand c'était encore Zaïre. Donc, vous pouvez quand même avoir une idée.
Et je pense qu'à 2 ans là, je pense même pas que je parlais vraiment et tout. On est arrivé aux États-Unis quand j'avais 3 ans parce qu'on a fait une année, on a fait légèrement moins d'une année en Belgique et puis on est descendu aux États-Unis. Donc vous imaginez quelqu'un qui est aux States depuis l'âge de 3 ans. J'ai fait la crèche là-bas, j'ai fait l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, les humanités, l'université, tout là-bas. L'anglais d'ailleurs, c'est ma première langue. Vous voyez, avec mon français, je peux tâtonner, je peux faire des erreurs par-ci, par-là. Mais en anglais, vraiment, mon anglais, c'est vraiment l'anglais parfait, au fait. Si je parle aux États-Unis, quand je dis aux gens, ils me demandent Where are you from? Tu viens d'où? Et quand je dis que je viens de l'Afrique, je viens de Congo, ils sont étonnés. Oh non, on n'aurait jamais cru que tu étais africaine, que tu étais congolaise. Comme ça, moi, je dis, ouais, mais les Africains sont comment? Les Congolais sont comment? Parce que je suis vraiment congolaise, là. Mais en termes de culture, en termes de beaucoup de choses, même sur Instagram, je suis très, 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 très proche à ma mère. Et elle me suit d'ailleurs sur Instagram, et elle me taquine parfois. Elle suit tout, même les réponses quand tu es tout. fâché parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, elle dit est-ce que tu peux lui demander si elle est vraiment fille de pasteur et comment ses parents réagissent quand elle répond aux gens qui s'adressent à elle sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai toujours eu, je dirais pas, comment je peux dire ça? J'ai toujours eu une forte personnalité. J'ai toujours été sûre de moi et ça, je peux dire que c'est grâce à mon père. Mon papa, il est pasteur, oui, mais c'est pas le genre de pasteur qui s'impose. Non. Il nous a donné la base de l'église et quand on est arrivé dans l'âge, on a vu sur 16-17 ans, il nous a fait comprendre que le salut est vraiment individuel et ça, c'est mon parcours, ça, c'est ma vocation, mais c'est pas forcément ce que vous êtes obligé de faire, ni ce que vous êtes obligé de suivre. En tout cas, je peux même dire que de toutes mes sœurs et de mon frère, c'est moi qui l'ai la plus posée. Donc, les autres mes sont petites encore des sœurs personnalités plus sont fortes. encore cassa que moi. En tout cas, les 3 qui me suivent, beaucoup Elles réagissent aussi quand on D'abord, vous attaque sur les réseaux sociaux. elles réagissent si les gens le font en live. Mais sur les réseaux sociaux, au fait, je les avais interdits. Je les avais demandé de ne pas se mêler parce que je ne voulais pas aussi que les gens découvrent les réseaux sociaux de mes frères et sœurs. J'ai quand même un grand écart entre moi et mes petites sœurs. Celle qui vient juste après moi, c'est un écart à 5 ans. Celle qui la suit, je crois, c'est 7 ans. Et entre moi et la cadette, c'est à peu près 9 ans d'écart. Alors ça, c'est vraiment, ce sont mes bébés. Alors, je préfère pas qu'elles réagissent, mais mes parents connaissent leurs enfants et ils savent que nous tous, on a quand même des fortes personnalités parce qu'on a grandi dans une culture où c'est normal. C'est vraiment normal. Et ma maman, je disais, par rapport à la langue d'ailleurs et de notre upbringing, comment on a été élevé et tout. D'ailleurs, avec ma maman, quand on cause, je parle principalement avec mes parents en anglais qu'en français. Moi, français est kotaka, mais c'est beaucoup plus en anglais. Il y a même des captures d'écran où maman, elle regarde mes trucs sur Instagram, elle fait des commentaires. Les gens qui me suivent sur Instagram, ils peuvent constater que toutes les fois que ma maman m'écrit, c'est en anglais. Ou bien si elle veut faire une blague, comme là, je crois l'une des seules fois où elle a écrit en ligne là ou français, c'est quand j'avais mis une photo là qu'elle avait appréciée. Elle a écrit supporter gagne. Donc, donc elle suit aussi. Mais j'aimerais parce que j'ai pas eu votre formule justement comme je l'ai présenté dans la thématique, c'est que vous pourriez dire à une jeune femme congolaise qui aimerait s'élancer dans les affaires. On sait comment c'est difficile, on connaît les préjugés, on sait, vous avez quand même vécu à Kinshasa pendant un moment, même si vous êtes parti tôt, vous avez vécu durant votre ancien mariage, vous étiez là. Là, vous êtes revenu à Kinshasa dans la situation actuelle. Vous voyez comment les choses se passent. L'opportunité d'affaires, l'idéal pour une jeune femme, à votre avis, c'est laquelle? Je profite aussi de ce moment de parler un peu d'un service que j'offre aux jeunes femmes congolaises. Le service que j'offrais à mes clientes en 2016, le personal shopping. Ce que je peux conseiller aux jeunes dames, c'est de trouver son audience et de trouver son niche. Moi, c'est vraiment maquillage, vêtements d'enfants, perruques, tout ce qui est soins de beauté de la femme, ça c'est mon domaine. Parce que je peux aussi faire le marketing et la publicité avec ma propre personne.
Alors, ce que je dirais aux jeunes femmes, c'est de trouver votre niche. Peut-être pour une autre personne, elle peut vouloir créer juste une entreprise où elle vend que de Pampers. Et c'est de là où je parle un peu de mon service. J'ouvre ça aux jeunes dames congolaises, peut-être à d'autres tontons, mais je préfère pas les tontons, je préfère les tontines. Pourquoi? Quel problème il y a avec les tontons? J'ai pas de problème avec le tonton, mais moi j'aimerais me focaliser un peu sur comment dirais-je, sur l'émancipation financière de la femme congolaise. J'aimerais voir la femme congolaise se prendre en charge elle-même. Et c'est un peu ça, c'est ça dont je lutte. Je voulais justement poser cette question-là. Est-ce que Peniel Samba a un combat? Là, vous venez me révéler que vous vous battez pour l'émancipation financière de la femme. Pourquoi avoir choisi ce combat-là parmi tant d'autres? Parce que l'argent, c'est la base de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations pas bien et elles ne savent pas d'où vient cette phrase-là, Navandeli Banananga. Ça vient du fait que si elle part, même si elle est dans une situation mauvaise, Navandeli Banananga, parce qu'elle sait que si elle part, elle n'aura pas cet appui-là financier. Alors elle supporte et elle souffre en elle parce qu'elle s'est dit que si je quitte, je n'aurai pas un moyen de faire manger mes enfants, je n'aurai pas un moyen de payer le Minerval, je n'aurai pas un moyen. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans des situations, même pas seulement dans le mariage, dans le couple, mais même dans des familles. Il y en a d'autres qui sont peut-être orphelins, orphelines, et elles sont peut-être avec une tata moissie qui l'a fait vivre des calvaires et des choses incroyables. Mais elle ne sait pas bouger, elle ne sait rien faire, elle ne sait pas partir, parce que si elle part, pour la femme congolaise, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options pour se faire de l'argent ici. C'est comme ça que tu vois aussi, il y a ces fléaux-là, des petites filles, des jeunes filles qui sortent avec des hommes mariés. Et tout ça, ce sont des choses qui vont te créer des barrières et qui vont te ramener des malédictions dans la vie, au fait. Tu ne peux pas sortir avec un homme marié, tu manges son argent et tu penses que la Bible dit que le bien mal acquis n'aboutit à rien. Alors, j'aimerais donner à la femme congolaise l'opportunité et le courage de se chercher honnêtement et avec intégrité pour qu'on brise un peu ces chaînes-là, qu'on brise un peu cette notion que la femme doit dépendre totalement sur l'homme pour être épanouie financièrement. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent votre engagement contre les violences faites aux femmes, toutes sortes de violences, mais vous êtes également contre les violences faites aux hommes. Ouais. Ça arrive aussi et vous êtes contre cela. Vous ne le dites pas souvent. Moi, je suis contre la violence de tout le monde, hein. Même les enfants. Même frapper les enfants, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si on doit parler des enfants rapidement, quand tu es en train de dealer avec un adulte, même si vous vous chamaillez, même si vous ne vous entendez pas, même s'il y a un malentendu, tu ne vas pas lever la main sur un adulte. Et les enfants qui sont innocents, les enfants qui apprennent la vie à nouveau, ils sont là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un moyen de communiquer une bonne éducation à l'enfant sans frapper. Alors moi, je ne suis pas dans la violence du tout. Et je suis très contre la violence faite à la femme, vu que c'est quelque chose de plus courant. De plus courant. Et aussi, je suis passée par là et je connais ce que ça fait, combien ça peut tuer son estime de soi, les répercussions que ça peut avoir sur les enfants. Moi, je l'ai vécu, je pense que la toute dernière fois que ça s'est passé, j'étais enceinte de mon deuxième fils et jusqu'aujourd'hui, il y a des répercussions. Et même dans la famille, même mon fils aîné, jusqu'aujourd'hui, il y a des répercussions parce qu'il avait vu. Et c'est quelque chose de pas bien, mais aussi la violence conjugale n'est pas seulement frapper. Il y a beaucoup de manières qu'on peut parler de la violence conjugale. Et c'est là où on entre aussi dans le domaine des hommes aussi. Une femme n'aura peut-être pas la facilité de lever la main sur son mari. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas violenter son mari d'autres manières, peut-être en parlant, en disant des choses pas bien. Moi, j'ai déjà assisté à une scène où j'étais vraiment, vraiment choquée. Il y a un monsieur que je connais très bien, et je dirais c'est un mari bien, un mari excellent, hein, un papa responsable bien, et il a eu des problèmes avec sa femme et ils se sont chamaillés en ma présence. Et la femme lui dira Batanga mibali, batanga peyo. J'ai vu comment ça l'a piqué, j'ai vu comment ça l'a touché. Et
l'homme, c'est l'ego. Et quand tu fais l'effort de détruire cet ego-là, c'est un peu pareil à quelqu'un qui lève la main sur une femme. C'est des traumatismes. Et moi, je suis contre ça de tous les deux côtés, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Donc, dans deux couples, les problèmes ne manquent pas. Mais si réellement tu te dis que tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas te mettre à dire ou à faire des choses expressement que tu sais feront mal à ton conjoint. Que ce soit la violence physique, que ce soit la violence mentale, verbale. Voilà, merci. Et c'est un très bon message. J'aimerais entrer un tout petit peu dans les divers parce qu'on est en train de terminer. Est-ce que vous savez que vous êtes très suivi par le public congolais? Vous avez énormément de fans. Vous suivez également l'actualité. Par exemple, j'étais en train de m'imaginer, est-il possible qu'un jour Peniel Samba puisse se présenter comme candidat député national ou candidat président de la République ou je ne sais pas moi quoi, essayer de faire de la politique par exemple? Déjà, la double nationalité au Congo n'est pas permis et moi j'ai un passeport américain et je ne dénoncerai pas ma nationalité américaine pour avoir un passeport congolais, désolé. À choisir entre la nationalité congolaise ou américaine? Je préfère mon passeport américain, en tout cas ça me facilite beaucoup de choses, beaucoup de voyages et on doit se le dire, les États-Unis, c'est des lois plus avancées que le Congo. Au Congo, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment. Ça, je suis consciente de ça, mais aussi, la politique ne m'intéresse pas. Je ne me vois pas me mêler dans ça. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je me dis que tu peux faire ton impact dans d'autres domaines et moi je compte le faire dans l'entrepreneuriat et dans la philanthropie. Je ne trouve pas que c'est nécessaire que je sois dans la politique. Alors vous vous sentez plus américaine, mais vous avez quand même pris la grande décision de vous installer à Kinshasa. Parce que je suis une Américaine d'origine congolaise. Donc je suis une Congolaise née au Congo. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang congolais. Et je peux dire que je suis un hybrid de quelque sorte. Ouais. Donc, je comprends le Congo, j'aime le Congo. Il y a beaucoup de bénéfices aussi de vivre au Congo. Justement, j'allais poser la question au moment où les gens se tuent, les gens jouent à des loteries, les gens vont en mission de service et fuient aux États-Unis. Pourquoi vous quittez le pays, la plus grande puissance mondiale, le pays de l'oncle Sam, le rêve américain, tout ce qu'on veut, pour venir vous installer à Kinshasa? Et qu'est-ce qui motive cette décision? Je pense que l'une des raisons, c'est le fait que j'ai cette facilité de bouger, rentrer comme je veux. Alors, je suis venue aussi tenter le business ici. Avec le following que j'ai, le nom que j'ai au Congo, c'est pas le nom que j'ai aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, je suis pas connue, hein. Je suis pas personnage public là-bas. C'est au Congo que je suis ça. Et quand j'ai lancé ma compagnie de shapewear, de Sleepgen, j'ai commencé ça aux States. Donc j'ai lancé ça en juin 2021. Donc j'ai commencé ça en ligne et j'ai voulu voir un peu la réaction des gens, s'ils allaient apprécier et tout. Et j'ai vu que les gens ont vraiment apprécié. Et il y avait pas mal de personnes au Congo qui me contactaient, qui me demandaient aussi le produit. Et quand j'ai regardé les frais d'envoi des States, Congo, c'était même plus élevé que même le prix du produit et je n'allais vraiment pas gagner. J'allais d'ailleurs beaucoup perdre si je le faisais de cette manière. Et c'est un peu à cause de cela. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aux États-Unis, les gens chôment difficilement, oui, parce qu'il y a du travail partout, mais il y a un système qui ne permet pas vraiment aux gens d'être épanouis financièrement. Il y a les riches, les très riches qui restent riches. Il y a les gens normaux qui restent normaux et la plupart des pauvres restent pauvres s'ils n'ont pas une chance moko qui tombe du ciel. Et pourtant, au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, avec une seule rencontre, au Congo, avec un seul appel, au Congo, avec une seule connaissance, tu peux aller de 0 à 100. Et moi, j'ai vu ça, il y a vraiment beaucoup de potentiel au Congo. Et j'aimerais venir et profiter de ça. Et comme je disais, j'ai cette facilité-là de bouger comme je veux. Dallas, Kinshasa. Oui, alors je me dis, ce qui est Simbité, je peux toujours rentrer. Mais ce qui peut est Simbi, est Simbi. Votre business que vous allez lancer, notamment officiellement, parce que ça, c'est vrai que ça s'achète déjà, ça avait commencé depuis longtemps, mais il y aura un événement officiel au mois de février 2022.
Ouais, le 12 février 2022 à l'Hôtel du Fleuve, ça sera l'exposition, la présentation officielle de ma marque ici à Kinshasa et c'est par là qu'on commencera vraiment la vente de mes produits. On va commencer à Kinshasa, l'événement sera à Kinshasa et puis de Kinshasa, on va cibler les provinces, notamment Goma, ma province préférée au Congo. En tout cas, moi j'adore les Gomatraciens et j'aime bien la ville et tout, donc j'ai vraiment hâte de visiter encore. On va finir probablement par là parce qu'on a aussi entendu des histoires sur Goma. On a entendu des histoires sur Goma. Qu'est-ce qui s'est passé? Péniel a escroqué de l'argent, a récolté de l'argent, puis escroqué, puis on a vu des photos. C'était un peu le flou. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma très rapidement? J'ai lancé une cagnotte sur ma page Instagram juste après Nirangongo et j'ai incité un peu à la diaspora congolaise et à d'autres Congolais, d'autres personnes aussi qui étaient touchées par l'éruption du volcan. On faisait une récolte, une petite récolte pour ramener le fonds à Goma pour assister les sinistrés. Alors, vu que moi, je n'avais pas le programme de descendre à Goma, c'était pas ça le plan original. J'avais pas ça en tête. Je suis entrée en contact avec la lucha parce que j'avais quand même entendu parler un tout petit peu de la lucha et j'ai lu apparemment c'était des militants congolais qui luttaient pour les changements. Lutte pour le changement justement. Et ils sont notamment basés à Goma. Je me suis dit ah ok alors ils doivent normalement être crédibles. Alors c'est à eux qu'on va transférer l'argent. Et quand j'ai écrit à la cagnotte GoFundMe parce qu'ils demandent au fait les fonds iront où, ça fera quoi et tout. Et j'ai répondu que ça ira à la lucha. Et ils m'ont demandé le tax ID, le numéro d'enregistrement de la lucha. Parce qu'aux États-Unis, il faut vraiment être droit. Surtout on sait qu'il s'agit de l'argent, les ONG et tout. J'ai contacté le monsieur de la lucha et je lui ai demandé son numéro d'enregistrement. Et c'est comme ça qu'il me dira qu'ils n'ont pas de numéro d'enregistrement. Déjà, ça c'était le premier red flag. Comment ça, vous travaillez pendant des années, vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas reconnu par l'État pour le travail que vous faites. J'ai déjà trouvé ça un peu bizarre. Alors, comme GoFundMe, quand j'étais rentrée vers eux, je les ai expliqué que la lucha n'a pas au fait de tax ID, mais l'argent n'est pas pour la lucha. L'argent, c'est pour les sinistrés des Goma. Alors, ils m'ont dit que pour qu'on libère les fonds, il faudra que je mette On parle à peu près de combien d'argent? 25 000 $. 25 000 $. 25 000 $ qui étaient bloqués pendant près d'un mois. Parce qu'on a récolté l'argent, je crois, en une semaine, au mois de mai. L'argent a été libéré vers mi-fin juin, des choses comme ça. Alors, ils m'ont dit, comme la lucha n'a pas de tax ID, c'est toi qu'on demandera le social, ton numéro de social et tout ça, tout ça. Et ils m'ont dit qu'il faudra nous ramener aussi les preuves les factures, de ce que vous avez fait avec l'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand je contactais la lucha, je les ai dit, regardez, comme ça n'a pas marché avec vous, moi j'ai mis au fait my social security number et c'est moi, au fait, si quelque chose ne marche pas correctement, c'est moi qui irai en prison pour du fraude. Alors, je les ai demandé quand même, soyons corrects et tout. Et j'ai vu que quand le montant d'argent montait, quand c'est arrivé à un montant un peu élevé là, il y avait un changement de comportement vis-à-vis de l'organisation de la lucha. Et c'est comme ça que je dis, bon, pour me protéger, j'ai payé mon propre billet et j'ai payé mon propre séjour. Pas dans l'argent de la cagnotte. Okay. Pas dans l'argent de la cagnotte. J'ai payé mon propre billet. J'ai pris vacation days au travail qui n'était pas prévu pour 5 jours. J'ai fait 3 jours à Goma. Donc, non, pour 7 jours. Parce que ça m'a pris 2 jours pour arriver, 2 jours pour rentrer. Et j'ai fait 3 jours à Goma. Je suis arrivée sur place à Goma. Quand j'étais dans l'air, parce qu'eux, ils disaient, oh non, Koyate, Tinamo, Kaka par Western. Je les ai demandé, mais ça s'est fait où? Depuis quand on peut envoyer 25 000 $. Depuis quand ça s'est fait, on envoie 25 000 $ via Western Union? Ça s'est fait nulle part. Et je les ai dit, je vais sortir l'argent et je vais venir avec l'argent en main. Arriver sur place, travaillons ensemble. Et ils ont créé tout un problème. Oh non, on n'a pas besoin de toi ici. Et ils ont voulu me faire montrer que je n'étais pas la bienvenue. Et ça, c'était red flag numéro 2.
Parce que qu'est-ce qui a changé au fait? Si réellement l'argent devait aller au sinistré, pourquoi ma présence vous gêne? Pourquoi ça vous dérange? Alors, on a signé, je paye mon billet, je suis arrivée sur place. Quand j'étais encore dans l'air, c'est quand ils ont sorti cette communiqué-là que j'ai fouillé avec l'argent, que j'ai disparu. Et pourtant, j'étais dans l'avion pour descendre à Goma. Arrivé à Goma, je les ai appelés, je les ai dit, regardez, je suis là. Et tout travailleurs, ils ont complètement refusé. Ils ont créé tout ce qu'ils ont créé là sur des réseaux sociaux. C'était vraiment une bêtise. Et je n'ai pas calculé au fait. Je me suis dit, il y a des gens qui vivent des choses incroyables ici. Et nous, on est là en train de discuter sur des futilités, sur l'argent qui ne nous appartient même pas. Donc, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas l'argent de la lucha. C'était l'argent des Goma trafiants. Parce que, au fait, et cet argent a été bien redistribué aux Gomatraciens, avec les photos, avec les factures, pas de problème avec GoFundMe? Rien du tout. Tout a été fait correctement. Et j'aimerais saluer aussi la famille Bora, papa Huguens Bora. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont les reconnaître. Huguens Bora et Ronsard Bora. Ce sont eux vraiment qui vont encadrer et qui ont vraiment pris en charge ma sécurité là-bas, parce qu'on entend parler des choses, poison et machin là-bas, mais en tout cas, j'étais vraiment en sécurité grâce à eux. Et il y a beaucoup de choses, on a eu même beaucoup de problèmes là-bas à Goma que eux ils ont eu à décompter. Donc c'était une belle expérience et j'étais bien reçue. Les seules personnes qui m'ont compliqué, c'était la lucha, parce que le peuple de Goma, en tout cas, le courant passe super bien. Et ouais. Merci beaucoup, Madame Peniel Samba, pour cette intervention, d'avoir répondu à notre invitation sur Télé 50, d'avoir apporté la lumière sur certains sujets qui font polémique sur Internet. C'est sûr que les polémiques, il y en aura encore, mais nous avons été également ravis d'avoir cette casquette de vous en tant qu'entrepreneur, incitant les autres femmes à ce que vous avez appelé vous-même une émancipation financière pour éviter certains abus, pour éviter de se retrouver dans certaines situations compliquées. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Télé 50 sera toujours ouvert pour chacune des fois où vous aurez à passer des messages. D'accord, merci beaucoup de me recevoir sur le plateau. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un honneur. En tout cas, Télé 50, c'est pas une petite chaîne, en tout cas, c'est pas n'importe qui a la grâce de se mettre sur ce plateau. Et vraiment, merci de me recevoir. J'aimerais juste dire un dernier mot de la fin. Allez-y. D'abord, merci à toutes les personnes qui nous suivent et à toutes les personnes qui nous soutiennent. Mais j'aimerais profiter aussi de dire aux dames qui veulent qu'on s'asseye, qu'on parle par rapport au business, celles qui veulent peut-être profiter de ces services de personal shopper. Je passe mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, si vous avez besoin de parler, vous lancer peut-être dans un certain business, mais vous n'avez pas accès aux produits que vous voulez. Parlons et moi je verrai ce qu'on peut faire dans mes va-et-vient là aux États-Unis. Le numéro WhatsApp, c'est le +1 682 317 89 50. Et pour ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, j'ai un numéro Vodacom. Désolé, je n'ai pas ça en tête, alors je suis obligée de toucher mon téléphone. Le numéro Vodacom, c'est 081 45 28 425. Voilà. Je répète encore, 081 45 28 425. Et le numéro des États-Unis, encore une fois, c'est le +1 682 317 89 50. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation une nouvelle fois, comme je l'ai dit. On va terminer cette tranche matinale en quelques minutes avec un autre invité, c'est le président de Direct, avec qui on va discuter de quelques questions d'actualité. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy